La situation sans science, c'est la situation étudiante. On milite pour les droits des animaux et on a 3 axes principaux au niveau de notre travail. Le premier, ça va être sensibiliser les étudiants à la cause animale. Le second, ça va se concentrer plutôt sur l'alimentation. Il s'agit de faire la promotion de l'alimentation végétale auprès du Crous pour qu'on ait accès à ça dans les restaurants universitaires. Et le dernier point, c'est lutter contre l'expérimentation animale et faire la promotion des alternatives à l'expérimentation animale. Aujourd'hui, on aimerait insister sur le fait que le statut des animaux, il est désastreux d'une manière globale. Il est important pour nous de prendre conscience que la lutte pour les droits des animaux est une lutte mondiale. On ne peut pas en rester dans les frontières nationales pour ça. L'oppression dont sont victimes les animaux est d'une extrême violence et elle est le reflet d'un manque de considération de leurs intérêts fondamentaux. Que ce soit dans les abattoirs, dans les élevages, dans les fermes à fourrure par exemple. L'exemple de l'ours asiatique est un bon exemple de ce manque de considération et c'est pour ça que nous sommes très contents de recevoir Animalasia et Michel Young ce soir qui va nous présenter un petit peu plus la situation de l'ours en détail. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Bonsoir, donc je vais vous présenter le problème que nous rencontrons en Chine, mais en fait c'est dans toute l'Asie, à propos donc de ces ours lunes, avec le travail de la Fondation Animalasia. Nous sommes une fondation internationale. Je suis le relais français pour donc cette fondation qui existe depuis 1993. Et nous gérons 3 sanctuaires, 2 en Chine, 1 au Vietnam. Nous avons à peu près sauvé 1500 ours à ce jour depuis que nous existons. La fondation a été créée par Jill Robinson, une Anglaise, qui a donc découvert à l'occasion d'un voyage ce qui se passe en Chine avec ces ours-là. Oui, voilà, je laisse une seconde, mais je crois que vous connaissez déjà. Voilà. Alors, les ours que nous sauvons sont appelés l'ours lune, pour le croissant qu'ils ont sur le poitrail, ours à collier, ours noir, mais également les ours malais, que vous connaissez peut-être. Alors, pour leur malheur, ces ours-là tiennent debout, marchent debout et sourient. C'est tout à fait étonnant, mais ce sont des ours qui ont des attitudes très, très humaines finalement. Et on en a souvent fait d'ailleurs des ours dansants, du fait qu'ils se tiennent debout tout à fait naturellement. Ils marchent debout, ils courent à 4 pattes, mais ils marchent debout. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'ils sont heureux, ils sourient. Nous, on l'a constaté à chaque sauvetage. Ces ours expriment vraiment, vraiment beaucoup leur joie et même leur reconnaissance d'ailleurs. Alors voilà comment nous les découvrons. Voilà la première image que Jill a trouvée lorsqu'elle a découvert ce phénomène des fermes à bile, où on extrait sur l'ours vivant et emprisonné la bile d'ours, la bile de la vésicule biliaire, pour un usage médicinal en médecine traditionnelle chinoise. Donc ces ours sont attrapés dans la nature. Maintenant, il existe également des fermes à bile où avec la reproduction, on utilise ces ours-là. Ils sont confinés dans des minuscules cages de cette sorte-là. Bon, enfin, il y a beaucoup de situations différentes. Bon, ça fait partie des plus terribles. Mais bon, voilà, vous avez en bas cet ours-là, pastèque, est resté 15 ans comme ça. On l'a trouvé comme ça. Il est chez nous à présent. Enfin, on l'a trouvé quand même comme ça. Vous avez cette situation d'en haut où vous pouvez avoir des familles qui ont au fond de leur jardin, dans un hangar, 1 ours, 2 ours, 3 ours, 4 ours, et des fermes où il y a 4000 ours en reproduction. La femelle que vous voyez là est le pire sauvetage que nous ayons vécu. En 2008, bon, elle est morte dès qu'on a eu ouvert sa cage. Mais voilà, ce sont des ours qui peuvent vivre jusqu'à 30 ans. On a un exemple, on n'a pas 36, on a un exemple d'ours qui a vécu 30 ans. Alors c'était un ours brun qui a vécu 30 ans dans ces cages
confinés, souvent rouillés, où ils mordent toute la journée, évidemment, les barres, donc ils ont les dents en très très mauvais état. Ils grandissent dans ces cages. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ça, mais on les attrape, ou on les prend au ourson, on les met dans les cages, et ils grandissent dans ces cages. Donc évidemment, à un moment donné, la cage elle est très très petite, et ils n'en bougent plus. Donc ils sont confinés sur des années, et on leur extrait donc la bile, donc avec un cathéter planté à vif, avec des méthodes évidemment très traditionnelles et assez terribles. Donc 2 fois par jour, ils sont pompés, littéralement, ils sont traits, je ne sais pas comment on peut dire autrement, et on fait écouler la bile de leur vésicule pour la recueillir. Alors, ils ont également souvent un membre en moins, comme celui-là, parce qu'ils sont attrapés par des pièges à loups dans les forêts asiatiques. Et donc, voilà, la plupart de ceux que nous avons recueillis ont en fait un membre qui manque. Voilà, donc ils ont vraiment beaucoup de malheur, ces ours-là, pas uniquement cette extraction. Donc ça, c'est Gilles, qui, si vous voulez, dans cette photo, on s'aperçoit, c'est assez parlant de leur martyre. Vous voyez, ils ont en fait une sorte de couvercle qui vient les presser comme un citron à chaque fois qu'on extrait la bile, de manière à en récupérer le plus possible. Voilà, donc ils sont confinés et en même temps pressés, vous voyez, de cette façon-là. Alors, ils sont par ailleurs affamés et assoiffés, parce que un corps affamé et assoiffé produit davantage de bile. Ils ont tous les malheurs du monde, véritablement. Alors voilà, on a quelques méthodes d'extraction. Donc en général, il y a des corsets d'acier, comme vous voyez en haut. Évidemment, sans hygiène, vous imaginez bien, sans hygiène aucune, donc avec beaucoup de bactéries. C'est d'ailleurs un produit très dangereux à utiliser pour l'être humain. Il y a beaucoup de Chinois qui ont ou des allergies ou des infections. Vous imaginez bien qu'un produit recueilli de cette manière, c'est plein de bactéries. C'est même une question de santé publique en Chine, véritablement. D'ailleurs, c'est par ce biais-là qu'on avance sur ces questions-là. Voilà. Mais sinon, voilà, simplement un cathéter planté à vif également, comme ça. Alors bon, le premier travail de nos vétérinaires, c'est évidemment de tout de suite enlever tout ça. Bon, la bile en bas, on peut la trouver sous différentes formes, en liquide, la vésicule séchée, comme vous avez là. On les a en cachet, en comprimé, voilà, toutes les formes possibles utilisées en médecine traditionnelle. Alors, pourquoi on utilise la vésicule biliaire de l'ours? C'est pour soigner les hémorroïdes. C'est vrai que c'est un problème national quand même, voilà, vous reconnaîtrez. Également pour la virilité de ces messieurs. Alors c'est vrai qu'en Chine, ils ont un gros problème quand même avec ça. Et voilà, Animalasia a développé un programme de substitution à base de plantes qui fonctionne très très bien. On essaie de convaincre les médecins et les pharmaciens de cesser de prescrire la bile d'ours. On a à ce jour plus de 1500 médecins traditionnels qui ont signé une charte d'engagement avec nous. Donc ça avance évidemment. Les grandes avancées de ces derniers temps, c'est le fait que les douaniers nous apportent des oursons. Voilà, nous récupèrent des oursons, comme ces deux-là qu'on a récupérés il y a 2 ans. Bon, maintenant, c'est des gaillards énormes. Mais voilà, on a donc des oursons qui étaient destinés aux fermes à bile, sachant que c'est interdit d'exploiter un ours qui fait moins de 100 kilos. Donc a priori, je dis bien a priori, les oursons ne sont pas exploités. Voilà. Mais en tous les cas, ils sont quand même destinés à finir, évidemment, dans les fermes à bile. Alors, on trouve tout un tas de pathologies absolument incroyables, comme cet ours qui est en haut, qui présentait une tumeur énorme. En général, ce sont des ours qui deviennent assez rapidement aveugles. La vésicule produit une substance utile à la vision également. Bon, les dents sont très abîmées, mais ça c'est d'avoir mâchouillé. Et beaucoup de gestes stéréotypés, c'est-à-dire des balancements qui traduisent l'ennui, le stress, l'isolement. C'est pas uniquement, si vous voulez, à la souffrance physique, s'ajoute évidemment la souffrance psychologique, d'être isolé, c'est d'être très stressé par la présence de l'homme. Quand vous rentrez dans une ferme à bile, les ours geindent. Dès qu'ils voient un homme, ils se mettent à geindre. Voilà, ça c'est typique, à geindre et même à pleurer d'ailleurs. Voilà.
Alors nos ours, une fois qu'on les a libérés, là ils sont au sanctuaire de Chengdu, donc en Chine. Donc vous voyez, ils rient, voilà, hein, ils sourient, il n'y a pas de doute, avec tout un tas d'attitudes assez rigolotes. Leur grand plaisir, c'est l'eau. Alors ça, c'est même mieux pour eux que... c'est étonnant, hein, on dirait un ballet américain, vous savez, dans l'eau, c'est tout à fait ça. Voilà, donc ils éprouvent une très très grande joie à se baigner, à être dans l'eau. Ils passent des heures dans l'eau, bien plus d'ailleurs, ils se jettent moins sur la nourriture que dans l'eau. Ça, c'est tout à fait étonnant. Alors c'est très compliqué de sauver un ours qui a vécu ça, hein, bien entendu. On ne les relâche pas, hein, jamais, c'est fini pour eux, ils ne retrouveront pas une liberté totale, une liberté partielle dans nos sanctuaires. Mais en revanche, on fait en sorte que beaucoup de les stimuler, donc on cache leur nourriture, on met des jeux, il y a un programme énorme qui est développé pour essayer de leur apporter un peu de bien-être les quelques mois qu'ils vont vivre avec nous. Ils ne font pas de vieux os, hein. Vous pensez bien qu'après ce qu'ils ont vécu, ils ne pourront jamais faire de vieux os, sauf les oursons, bien entendu, on espère pour eux. Voilà, regardez, vous voyez, quand je vous dis qu'ils sourient, c'est vrai, ils sourient, hein, quand même, c'est tout à fait étonnant. Ils sont par ailleurs très beaux, hein, ils ont les oreilles de Mickey, tout ça, ils ont toutes les raisons d'avoir tous les malheurs du monde, hein, quand même. Hein. Voilà, alors en dehors des sauvetages, purement sauvetage, on a développé des programmes intéressants comme de ce Dr Pao, c'est-à-dire d'aller dans les écoles, montrer aux enfants ce qu'est un animal. Ça peut peut-être vous paraître étonnant, mais il y a des régions reculées en Chine, notamment au nord, qui n'ont jamais touché de chien, qui ne savent pas ce que c'est qu'un animal de compagnie, que ça peut être caressé, embrassé, on peut jouer avec, bref, tout ce que nous on peut faire avec nos chiens notamment. Donc on amène des chiens dans les écoles, dans les hospices également. Hein, on s'est avéré qu'il y a une part de guérison facilitée avec la présence d'un animal. Donc voilà, on a développé tout un programme pédagogique à l'usage des enfants qui marche très très bien. Et eux-mêmes sont ensuite... vecteur évidemment d'information auprès des parents, tant et tant qu'on a une ferme d'État, on a récupéré une ferme d'État, donc une ferme gérée par le gouvernement chinois, à Nanning, dans le sud de la Chine. Et en fait, c'est par la fille du directeur enfin, cette jeune fille a convaincu son père et les ouvriers d'abandonner l'extraction de la bile. Donc on a des effets assez étonnants et inattendus quand même. Voilà. Alors on développe aussi l'information dans les grands métros des grandes villes chinoises, pas uniquement sur les ours, mais également sur le deuxième axe de travail de la Fondation qui s'intéresse aux chats et aux chiens pour la consommation. Alors on ne moralise pas, hein, on ne cherche pas à faire de chaque Chinois un végétarien, hein, c'est évidemment pas du tout le but. En revanche, on voudrait améliorer leurs conditions de vie, éviter les horreurs des abattages. Je pense que vous avez entendu parler du festival de Yulin. C'est nous qui l'avons révélé au monde, hein, quand même, ce festival qui, je précise quand même, n'est pas un festival traditionnel, mais alors pas du tout. Il existe depuis seulement 2009. En fait, il a été créé par des commerçants pour attirer des touristes asiatiques. Et rien de plus. Donc c'est pas la tradition. Faut pas croire ça, c'est pas vrai du tout. Alors, je répète, hein, la viande, nous en mangeons, peut-être pas tout le monde, mais enfin bon, on en mange en France et ailleurs. Mais en revanche, c'est les conditions, d'abord, pour récupérer, sont tous des chiens volés. Il n'y a pas d'élevage de chiens pour la consommation, pas du tout. C'est des chiens qui sont volés à des propriétaires dans toute la Chine, ramenés par des camions dans des conditions que vous voyez là, évidemment, bon, puis abattus dans d'autres conditions tout aussi horribles. Voilà. Alors, il y a des grandes avancées. On a réussi à récupérer à ce jour 1,7 million signatures contre Yulin. Nous négocions depuis 20 ans, nous, avec le gouvernement chinois, les autorités chinoises dans les régions également, et on a réussi, on va peut-être, je touche du bois, je vais vous demander d'en faire autant, on va peut-être réussir cette année à interdire Yulin. En tous les cas, à limiter les dégâts. Déjà l'an dernier, on est passé de 10 000 animaux, excusez-moi, je viens de Marseille, voilà, hein. 10 000 animaux consommés à 2000, donc c'était déjà énorme, voilà, c'était déjà énorme, mais bon, c'est pas encore tout à fait suffisant, d'autant qu'il n'y a pas que Yulin, hein, en Chine, il y a des tas d'endroits où il y a des festivals de ce type-là, où on consomme des chats et des chiens
récupérés dans ces conditions-là. Donc on avance petit à petit, évidemment. Mais là, l'opinion publique internationale, là, a un poids et vraiment un rôle à jouer. Si nous sommes, nous, assez couverts de pétitions, hein, en Europe, on a beaucoup de pétitions pour tout et quelquefois n'importe quoi, là-bas, ils ne sont pas du tout habitués à ce type de manifestation populaire. Et à chaque fois, les pétitions que nous recueillons, d'abord, on les donne en main propre, hein, puisqu'on a des relations avec les autorités, on leur donne en main propre. Et l'image que renvoient ces pétitions de la Chine leur est insupportable. Parce qu'évidemment, ils visent beaucoup sur le tourisme, hein, bien entendu. Donc c'est notre force. Je le dis toujours un peu peut-être bêtement, mais ce sont les rois du monde, mais nous sommes leurs clients, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est notre force, véritablement. Hein. On a réussi de grandes choses, notamment au Vietnam, parce que le Vietnam s'ouvre au tourisme, et on a réussi comme ça à faire interdire la bile d'ours dans le nord du Vietnam, dans la mer de Chine, dans la baie d'Along. Donc je peux vous dire qu'il n'y a plus un ours dans la baie d'Along aujourd'hui, c'est énorme. Aucune ONG n'a réussi une telle avancée dans ces pays-là, quand même très fermés. Notre troisième axe de travail concerne les safaris, les zoos, les cirques chinois. Si en France, c'est assez terrible, hein, la situation des cirques, vous imaginez même pas ce que c'est qu'en Chine, véritablement, parce que le public en tant que foule constituée, n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Donc, l'animal, déjà, le mot animal n'existe pas en chinois. Donc, ce sont des choses, effectivement, des choses qui doivent amuser la galerie. Et en fait, le public essaye de consommer l'animal, pas dans le premier sens du terme, mais dans un sens symbolique, et fait en sorte de l'attirer à lui. Donc, fait du bruit, balance des canettes dans les eaux. Hein, c'est plein de canettes de bière, hein, par exemple, de bière et d'autres choses, hein, sur les animaux. On a vu dans le centre de reproduction des pandas à Chengdu, à côté d'où nous sommes nous, hein, d'ailleurs à 10 km exactement, ils jettent des canettes sur les pandas, qui est un animal pacifique, hein, qui dort, voilà, donc c'est vrai que c'est pas très spectaculaire, un panda c'est très beau, mais enfin c'est pas spectaculaire, donc ils leur balancent des canettes sans arrêt, ils leur mettent des trompes, vous savez qu'on utilise nous dans les stades de foot, vous voyez, pour les réveiller, enfin c'est une horreur, quoi. Là où l'animal devrait bénéficier un peu de calme et d'attention, c'est tout l'inverse. Donc il y a en plus une vraie éducation du public à faire sur ce qu'est un animal et le respect qu'on doit avoir évidemment de lui. Alors, on met également au jour des scandales de ce type. Dans un centre commercial au centre de la Chine, le directeur utilise un ours polaire, hein, un ours polaire quand même, hein, qu'il a mis dans 40 mètres carrés avec une fausse banquise, et il sert à faire des selfies, des photos. Voilà, donc vous voyez, là c'est le même principe, chacun tape sur la vitre pour attirer l'attention de cet ours qui est en train de mourir d'ennui, dans le premier sens du terme. Littéralement, il meurt d'ennui sur sa banquise, sa fausse banquise. Alors on a pris contact avec le directeur, d'ailleurs les internautes l'ont appelé l'ours le plus triste du monde. Hein, voilà, hein. Bon, bref, donc on a pris contact avec le directeur, on a passé par beaucoup de négociations, très longtemps, au moins 6 mois. On lui a expliqué que cet ours avait besoin d'une qualité de vie autre évidemment que ça. Donc il a convenu, hein, que la chose, effectivement, n'était quand même pas extraordinaire pour cet ours. Et 2 jours après, il a mis de la lumière bleue pour faire un peu plus banquise. Voilà, c'est vous dire à quel point ils sont très très loin du bien-être animal, de ce qu'on peut imaginer pour améliorer la condition de vie de cet ours. Alors bon, nous on sait où le mettre, on lui a proposé évidemment de le récupérer. C'est très difficile parce qu'il lui rapporte beaucoup d'argent, évidemment. Voilà, c'est très difficile. Donc je vous demanderai, si vous aviez 2 secondes, c'est de signer nos pétitions pour essayer de sortir Pizza, il s'appelle Pizza, de cet enfer où il va vraiment mourir. Hein. Il n'est pas loin d'y laisser sa peau véritablement. Hein. Voilà, c'est la grande mode en Chine, mais pas qu'en Chine apparemment, c'est de faire des photos avec des ours polaires, avec des ours en général, avec des lions, avec des tigres, en les endormant auparavant. Les enfants, on fait faire des photos aux enfants allongés sur un lion, etc. Ouais, voilà, c'est la grande mode en Asie, donc il faut quand même le savoir, parce que c'est assez grave.
Alors nos victoires, parce qu'on en a plein de victoires quand même, et heureusement. Donc en 2012, 1000 médecins sont engagés à ne plus prescrire de bile d'ours. Alors évidemment, 1000 à l'échelle de la Chine, c'est peut-être pas beaucoup, mais enfin ça s'est fait quand même savoir assez largement. En 2014, on a récupéré à Nanning, donc cette ferme d'État, 130 ours. Alors, dans les mauvaises nouvelles, évidemment, c'est que la moitié est morte en arrivant. Voilà, donc on en a la moitié en fait récupérée. Mais ce centre de Nanning, cette ferme d'État, on est en train de la restaurer et de faire en sorte qu'elle devienne un centre de découverte du phénomène de la bile d'ours et de former les fermiers qui utilisent la bile d'ours à faire autre chose. Il y a évidemment autre chose à faire que ça. Donc on a réemployé les employés qui exploitaient les ours, on les a formés à l'inverse et ils travaillent toujours en Nanning pour nous et on les a évidemment formés au sauvetage des ours. Voilà, c'est une expérience tout à fait étonnante, hein, véritablement. Alors notre dernier sauvetage en date, c'est donc la baie d'Along au Vietnam, où on a découvert des ours. Alors on les connaissait, ça fait 8 ans qu'on négociait dans la baie d'Along pour enlever ces ours. Il y en avait 2400 au total. Bon, beaucoup sont morts parce qu'au Vietnam, la bile d'ours connaît vraiment une chute spectaculaire. Ils ont donc un surplus, une surproduction de bile d'ours, ce qui fait qu'ils en mettent donc partout, dans la bière, dans les shampoings, etc. Bon, bref, il y a de la bile d'ours partout, ils ne savent plus quoi en faire. Ça coûte très cher, la bile d'ours. C'est 400$ les 100 millilitres. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est un marqueur social, véritablement. Voilà. Donc, ils laissent mourir de faim les ours qu'ils ont, parce qu'évidemment, ça ne leur rapporte plus. Donc, ils les laissent mourir. Donc, on a un peu sauté sur l'occasion pour essayer de les récupérer. On en a récupéré 33 et encore 2 la semaine dernière qui proviennent du Vietnam. Et quelques autres comme ceux-là qu'on a récupérés à Pleiku au Vietnam. Voilà. Mais la situation du Vietnam s'améliore vraiment beaucoup par cette volonté de tourisme et par la volonté personnelle du Premier ministre qui est apparemment, enfin qui a une sensibilité pour l'animal assez unique. Voilà. Donc c'est un peu triste parce qu'évidemment c'est à la bonne volonté d'un individu. Bon, la Chine, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant que l'extraction de la bile d'ours n'est pas interdite en Chine, alors qu'elle l'a toujours été au Vietnam. Mais bon, c'est un peu pervers, les interdictions, puisque vous pouvez avoir des exceptions, ce qu'on connaît en France, par ailleurs, évidemment. Donc là, c'était un peu le cas. Par exemple, vous avez le droit d'avoir un ours au fond de votre jardin, mais vous n'avez pas le droit de l'exploiter. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais donc en fait il faudrait avoir un policier au moment où la bile est extraite, donc c'est impossible. Voilà. Donc on arrive par d'autres moyens, évidemment, à faire terminer ce commerce épouvantable. Alors l'extraction de la bile a toujours existé en Chine, ça fait 7000 ans qu'on a des preuves d'extraction de bile, mais l'animal était tué, était chassé, était tué et servait d'ailleurs à toutes les parties du corps, servait à quelque chose. Dans les années 80, il y a un groupe d'industriels chinois qui ont inventé ce procédé pour continuer l'extraction de la bile sur la bête vivante. C'est véritablement une exploitation capitalistique de l'animal, industrielle, à un point comme on le voit rarement sur le globe. Alors vous avez probablement entendu parler ces derniers temps des espèces menacées, les pangolins, je ne sais pas si ça vous parle, les pangolins, ces petits mammifères tout couverts d'écailles qui sont en ce moment au bord de l'extinction du fait de la médecine traditionnelle également, bien sûr. Alors on a aussi les os de tigre avec lesquels on fait du vin. Alors c'est le même principe, tout ça est interdit. La Chine a ratifié la Convention de Washington, la fameuse Convention de protection des espèces menacées, mais ça n'empêche pas quand même de le faire. Voilà. Donc on a des fermes de reproduction de tigres, des fermes de reproduction d'ours pour l'exploitation de leur bile. Et je pense que l'Europe, le monde occidental a un grand rôle à jouer là-dessus, puisque nous avons quand même une réflexion un peu plus avancée dessus. Alors, moi je me bats particulièrement, et la Fondation beaucoup aussi, contre l'idée que les Chinois seraient des barbares. C'est tout sauf des barbares, je peux vous l'assurer.
véritablement. D'abord, c'est un peuple très misérable, hein, parmi les plus misérables qui soient quand même. C'est un peuple très désinformé. L'Internet tel que nous le connaissons n'existe pas. Le Weibo, qui est leur Internet chinois, est évidemment très très surveillé, très surveillé. Et les jeunes chinois développent des tactiques pour déjouer les robots et de surveillance, des tactiques absolument étonnantes que je ne vous décrirai évidemment pas. Voilà, les jeunes sont véritablement l'avenir, et là encore je peux vous assurer qu'ils sont comme vous, hein, ils refusent de voir ces animaux dans cet état-là. On a des jeunes qui s'organisent avec leur téléphone portable, ils se jettent devant les camions, ils s'allongent devant les camions, pour les camions de chiens, hein, chargés de chats et de chiens, pour les empêcher d'avancer. Ils appellent immédiatement la police pour qu'elle vérifie les papiers, parce qu'en général il n'y a pas de papiers, et là en revanche la loi elle existe, etc. etc. Les jeunes Chinois sont absolument étonnants. La Fondation Animal Asia les aide, les finance et les forme à la logistique, parce qu'effectivement c'est un peu désordonné, donc on les aide beaucoup, parce que c'est évidemment l'avenir et que nous n'avons aucune visée colonialiste et que nous rêvons de partir de Chine en sachant que nous laissons la situation en de bonnes mains, notamment aux jeunes Chinois, bien évidemment. Voilà, on n'a pas du tout d'autre visée que celle-ci. Mais c'est très très bien parti, parce que véritablement les jeunes Chinois sont particulièrement persuadés de la chose. Mais quand je vous parle de désinformation, par exemple, la corne de rhinocéros, la plupart des Chinois sont persuadés qu'il s'agit d'une dent qui tombe naturellement, qu'il suffit de ramasser cette dent pour l'exploiter. Voilà, quand on leur explique, ben non, le rhinocéros est traqué, tué, etc., ils n'en reviennent pas, parce qu'ils sont absolument désinformés par rapport à tout ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, sur l'ours, ils sont à mille lieues d'imaginer la manière, comme vous, hein, comment on peut extraire de cet animal, comment on peut oser faire ça à un animal quand même, c'est un traitement absolument incroyable. Donc pour nous, voilà, l'avenir va se situer là, et on pense qu'on est dans de bonnes voies, puisqu'on a des réussites tout à fait intéressantes. Bon, je crois que je vais m'arrêter de parler. En revanche, si vous avez des questions, c'est bien volontiers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir, je voulais tout d'abord vous faire part de ma grande admiration pour tout le travail que vous faites, extrêmement important. J'ai une double question. La première, c'est, vous parliez d'alternatives professionnelles et économiques, entre autres les faire travailler au sein de votre organisation, c'est très intelligent. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous exploitez, d'autres secteurs économiques dans lesquels ils peuvent se recycler? Et la deuxième chose, j'ai vu un jour un reportage sur, là c'était pas des ursidés mais des cervidés, auxquels on coupait les cornes. C'était terrible, hein, évidemment, comme ce qu'on peut voir là. C'était en pays du Nord. Et donc, comment vous arrivez peut-être aussi à agir sur les importations de produits extérieurs à la Chine pour la médecine chinoise? Merci. Oui, alors il faut savoir que la bile d'ours, moi je passe beaucoup de temps à la traquer en France. J'en ai trouvé à Gap, hein, dans les Hautes-Alpes. Hein. C'est pas difficile, je vous dirai pas où évidemment, mais c'est pas difficile de trouver de la bile d'ours. Elle passe très très facilement par les voyageurs, les familles, etc. À Paris, on sait où en trouver. Voilà. Bon, c'est évidemment traqué, on est bien d'accord, par les douaniers français notamment. Mais sur place, on travaille avec d'autres associations, notamment avec l'IFAO, hein, évidemment, avec le WF quelquefois. Mais en fait, il y a un travail de terrain de plus en plus transversal sur le terrain, parce que d'abord, on n'est pas très nombreux sur le terrain, à vrai dire, d'associations ou de fondations européennes. On n'est pas si nombreux que ça, il ne faut pas croire. Il y a One Voice qui vient de s'installer également, un peu d'ailleurs aussi par rapport à nos ours. Donc, on travaille de façon transversale, et chacun bon, a son précaré, mais enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, évidemment. Et j'ai oublié votre question. Eh oui, alors écoutez, les alternatives de recyclage, comme vous dites, c'est compliqué parce qu'on ne rachète pas les ours, hein, jamais. Vous pensez bien que sinon on va encourager la chose. Donc on leur propose, oui, une formation, on les paye bien mieux qu'ils ne sont payés avant, mais après, non, on n'a pas du tout de...
n'est pas un centre de formation autre que ça. Même les vétérinaires. En fait, il n'y a que nos vétérinaires qui sont européens ou américains, parce que en Chine, il n'y a pas de médecine vétérinaire. Hein, tout simplement, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, on a importé ça. En revanche, là, effectivement, c'est créé un enseignement, c'est bien un grand mot, mais enfin, en tous les cas, il y a quelques cours de médecine vétérinaire à Pékin qui se sont ouverts sous notre influence, hein, ça n'a pas l'air évident pour vous parce qu'on n'est pas très connu en France, mais on est très connu là-bas en revanche. Voilà. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a aussi de l'espoir. Mais pour le moment, c'est nos vétérinaires américains notamment qui ont développé une très très grande connaissance de l'ours et de ses malheurs. Et d'ailleurs, au passage, je me fais penser à ça, ils aident également la médecine française sur les pathologies du foie, biliaire, etc. Parce qu'effectivement, il y a un médicament qui existe qui s'appelle le CDA. Hein, c'est la bile d'ours synthétique, hein, ni plus ni moins. Voilà. Donc voilà, là, il y a un jeu de travail, de coopération très intéressant. Et du coup, nos ours, dans leur malheur, nous ont aussi aidés comme ça. Voilà. Oui, bonsoir. En fait, vous avez en partie répondu par rapport au fait de ne pas acheter les ours. Quel statut il a au niveau de la CITES, comme sont des animaux qui viennent de la vie sauvage? Est-ce qu'il y a... Il est en annexe 1. En annexe 1. Et il n'y a pas moyen de le faire passer, justement, d'appliquer la loi par rapport à l'exploitation? Il n'y a pas de loi, c'est le problème. Mais ils ont signé la CITES, non? Oui, mais CITES, c'est fait pour être vraiment passer outre, hein, franchement. Hein. C'est bon que pour nous, hein, CITES. Voilà, et c'est bon pour nous de loin, hein, si je puis dire. CITES, c'est la Convention de Washington. Alors, la Convention de Washington, il y a à ce jour 248 pays qui l'ont ratifiée, qui s'engagent à protéger les espèces sauvages et certaines en voie d'extinction. Alors il y a des catégorisations, il y a annexe 1, 2, 3, etc. Alors il y en a qui sont au bord. Le panda a été sauvé par CITES, hein, c'est vrai. Hein, voilà. Et le pangolin là, est passé en espèce très très menacée, etc. Donc beaucoup de pays l'ont ratifié, mais finalement ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais au moins ça donne une base légale pour pouvoir peut-être confisquer les animaux qui sont utilisés ou exploités, non? Ah, si vous pouvez le faire, moi je vous emmène. Moi je vous ai déjà visité, mais je ne travaille pas en Chine. Ouais. Et ma deuxième question, c'était votre budget, vos financements en fait viennent principalement des États-Unis. De partout dans le monde, mais on n'a aucune subvention publique. Hein. D'accord. Vous avez une ONG aux États-Unis, l'association en France, une association en Chine. Voilà, 10 bureaux en Europe. Ouais. Et sinon, la fondation est à Hong Kong. Ouais, voilà. On a des financements privés, voilà, uniquement des financements privés. On a pas mal d'artistes américains, hein, Matt Damon notamment, qui nous aident sans trop le dire d'ailleurs. Voilà, mais sinon, non, on travaille qu'avec des financements privés. Et votre budget, enfin, en gros, c'est pour le sanctuaire 9 millions de dollars. Par an? Oui. Ah, vous avez un bon bailleur de fonds, des bons bailleurs de fonds. Un sauvetage d'ours, c'est 10 000 €. Hein. Et vous collaborez maintenant avec Humane Society pour Yulin, non? Oui, alors uniquement pour la Chine. Hein. Que pour la Chine, voilà. Hein, il y a des accords internationaux, puis après on a des accords très très locaux, parce que c'est pratique, je veux dire, ça nous arrange aussi, bien sûr. Et puis il y avait une autre association. Et on travaille avec eux sur les éléphants. Voilà. Micro. Je suis petite en plus. Une autre question? Mais ça fait 20 ans qu'on existe, hein. J'insiste, hein, quand même. 18 ans. Allez. Oui, mais quand même, c'est quand même un gros budget. Bien sûr. C'est bien. Je sais que c'est pas facile à récolter. Non alors. Bonjour. Moi, je me demandais juste comment ça s'organise un sauvetage d'ours, en fait. Enfin, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous achetez directement l'ours aux fermes? Ça ne s'organise pas. Je vous dis ça parce qu'en fait, la veille pour le lendemain, on ne sait pas. Hein, voilà. Vous pensez bien que ce n'est pas 3 mois à l'avance, alors à part un nanning, hein, bien sûr, mais sinon, quand on sait qu'on va sauver un ours, c'est franchement quelques heures avant, parce que c'est des décisions très, très rapides. Alors en revanche, ce qu'on a fait avec des journalistes chinois d'ailleurs, on a fait des repérages. On sait à peu près, je dis bien à peu près, hein, pour au moins... les endroits qui sont faciles d'accès. Après, il y a des endroits où on ne peut pas y arriver. Mais enfin bon, on sait à peu près où il y a des ours. Donc on engage des négociations, on essaye de rentrer en contact, etc. Donc on sait qu'à un moment donné,
on s'est fait reconnaître, donc on sait qu'on peut le récupérer et que ça peut porter ses fruits. Là, je vous dis, au Vietnam, 8 ans de négociation pour récupérer les 33. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est toujours, voilà, un peu, on est toujours prêt à, je ne peux pas vous dire mieux, et de plus en plus, les douaniers nous en apportent. Donc, je vous dis, les oursons, ils étaient cachés dans le fond d'un camion. Entre la Chine et le Vietnam. Voilà, ça se passe comme ça, mais c'est pas du tout organisé, il ne faut pas croire. Mais on a une équipe toujours prête. D'accord, merci. Et d'ailleurs, ça pose beaucoup de problèmes, je pense à la baie d'Along, parce qu'en fait, les ours, ils étaient disséminés sur les îlots, sur les îles. Jamais on avait fait de sauvetage avec des bateaux. Je ne sais pas si vous savez, mais un ours, c'est une grosse bête quand même. Vous voyez, on ne peut pas comme ça le mettre une laisse et puis l'embarquer. Il faut des cages spécialisées. Nous, on ne les endort pas. Autant que possible, on ne les endort pas, parce que c'est source de stress. Donc, on essaye de les maintenir éveillés tout le temps des voyages. Le dernier voyage, les ours ont fait 1400 km de camion. Donc on s'arrête, on les nourrit, on donne du miel, on donne de l'eau, on met des feuilles de... Enfin, c'est énorme comme travail. Donc c'est franchement une logistique importante. Bon, on sait faire maintenant, mais quand même, c'est pas rien. En revanche, c'est un spectacle pour les Chinois. À chaque fois qu'on passe, je peux vous assurer que c'est très spectaculaire pour eux. Donc ils viennent voir, ils viennent caresser, etc. Ils ne se rendent pas bien compte toujours que c'est un animal dangereux aussi. Enfin, surtout ceux-là. Bonsoir. Petite question à propos des parcs, enfin plein de petites questions en fait. Est-ce qu'ils sont tous situés en Chine? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une sorte de les sanctuaires en fait dans lesquels vous recueillez les ours que vous récupérez? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une sorte de sanctuaire principal? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent de manière constante dans ces centres-là? Oui. Tout le personnel est chinois, est local. Tout le personnel est local. Travaillait auparavant à l'exploitation des ours, c'est ce que je vous disais. Bon, Nanning, c'est un peu particulier, c'était une ferme d'État. Mais à Chengdu, c'est le premier sanctuaire qu'on ait ouvert en Chine avec le WF, enfin grâce à leur aide, en tous les cas. Donc là, on a à peu près 300 ours en ce moment. On en a 458 au Vietnam. À Nanning, il y en a 70 qui restent. Bon, c'est encore un peu autre chose. Mais sinon, non, on fait là où on peut. On n'est pas chez nous, évidemment. Donc on est toujours locataire. Et évidemment, notre grande crainte, c'est que ça ferme. Là, on ne pourrait rien maîtriser du tout. On n'est pas chez nous. Donc c'est pour ça qu'on négocie avec le gouvernement aussi. Mais sinon, tout le personnel est chinois. Seuls nos vétérinaires sont américains, la plupart du temps américains. Voilà. Bonsoir. Du coup, moi j'aurais une question par rapport aux proportions de la population d'ours qu'on peut retrouver dans des fermes comme ça qui est exploitée par rapport à ceux qui sont encore dans leur habitat. Et du coup, est-ce que justement, c'est pas rajouté, il n'y a pas un effet rajouté de la perte des habitats sur cette espèce pour le coup? Écoutez, il y en a à peu près 16 000 en liberté, il y en a 10 000 enfermés. Voilà. Ah oui, d'accord. Vous voyez un petit peu la proportion. C'est épouvantable quand même. On évalue à peu près à 10 000, rien qu'en Chine, parce que je ne vous parle pas de la Corée où il y en a, du Laos, de la Thaïlande, etc. En Thaïlande, il y a des bars à ours. C'est-à-dire que vous allez choisir l'ours qui va être ponctionné devant vous. Vous voyez, c'est une variante. Alors, ce n'est pas pour les touristes européens, on est bien d'accord, c'est pour les touristes asiatiques, essentiellement coréens. La Corée a fait un usage de la ville d'ours assez important. Oui. Mais voilà, on en a 10 000 enfermés, c'est énorme. Donc il y a du boulot. Oui. Bonsoir. Bon, merci pour votre intervention encore, de mon côté, je trouve ça super. J'avais juste une petite question en fait, mais qui est liée à... Je sais qu'il y a des étudiants qui avaient réussi à reproduire une molécule pour le paludisme ou je sais plus quoi, qu'un milliardaire refusait de continuer à produire ou avait doublé ou triplé ou je sais pas combien, multiplié le prix de cette molécule par un nombre hallucinant. Je me demandais si pour les histoires de trucs synthétiques, là, de billes synthétiques, c'était possible de faire la même chose pour inonder le marché bien sûr. De cette molécule. L'UCDA, qui est donc la version synthétique de la bile d'ours, l'UCDA, tous les médecins connaissent ça évidemment, qui traite toutes les maladies de foie en France et en Europe. L'UCDA est synthétisé, mais je sais pas, depuis au moins 30 ans, par le professeur Poupon à Paris notamment,
qui par ailleurs est un historien également de la bile d'ours d'ailleurs. Bon bref, mais les Chinois, on a essayé de leur apporter, de leur montrer ce produit. Bon, pour eux, c'est quelque chose qui est inimaginable, ça vient pas de la médecine traditionnelle, c'est pas utilisable pour eux. Donc voilà, on a essayé d'avancer, c'est pour ça qu'on a développé un programme à partir de plantes, c'était beaucoup plus proche de leur pharmacopée que notre bile de synthèse, et plus acceptable, évidemment. Alors, l'été dernier, le professeur principal à Pékin, de l'université de Pékin, a fait une déclaration retentissante en disant « Nous avons synthétisé la bile d'ours, c'est terminé, etc. » C'est de l'UCDA. Voilà. Donc tant pis, c'est très bien, on est content pour eux. Ils ont découvert ce que nous avons fait il y a 30 ans, mais au moins ce sont eux qui l'ont fait, c'est comme ça que c'est acceptable. La Chine, il faut du temps. Voilà, c'est comme ça, c'est des gens qu'on ne peut pas forcer, mais on va y arriver. Oui, pardon ? Oui, c'était juste pour demander si, scientifiquement, il y avait vraiment des effets prouvés de la médecine chinoise, ou est-ce que c'est en grosse partie des croyances populaires ou... Ça va être difficile de vous répondre complètement. Sur la bile d'ours, oui, bien sûr qu'il y a des effets positifs sur la santé humaine, mais bon, on peut faire autrement, hein, on est d'accord. La médecine traditionnelle, écoutez, moi je peux pas répondre intégralement sur la médecine traditionnelle. Je pourrais pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle ravage beaucoup, elle fait beaucoup de dégâts dans le monde animal, en Asie, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Alors c'est vrai que la médecine traditionnelle qui est pratiquée en France, ils n'ont pas le droit, hein, donc ils n'utilisent pas, enfin c'est à moitié vrai, hein, parce que moi j'en trouve sur leur site, hein, à Marseille notamment. Hein. Donc voilà, moi s'il y en a parmi vous qui pratiquent la médecine traditionnelle, moi je vous demande d'être attentifs à ça, parce que vous verrez que soit dans leurs écrits, soit dans leurs prescriptions, il y a quelquefois, malgré tout, des produits qui proviennent des animaux. Hein. C'est évident. Hein. Voilà. Après, c'est une bonne ou une mauvaise médecine, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Enfin, une médecine qui se fait sur le dos des animaux, je ne suis pas tellement convaincue qu'elle soit bonne. Oui, bonsoir. J'avais juste une question concernant l'espérance de vie des ours. J'ai cru comprendre qu'ils vivaient que quelques mois, c'est ça ? Les nôtres, oui. Quand je dis les nôtres, ceux qui ont été exploités, oui, en général. Tout dépend de comment ils ont été exploités, à quel âge ils ont été pris, comment ils ont été exploités, si c'était une ferme un peu difficile ou pas, etc. Hein. Mais ceux que vous avez vus, ceux d'avant, pas celui-là, voilà. Lui, il est resté 15 ans, il est resté après 15 ans avec nous. Donc vous voyez, voilà. Donc ce sont c'est vrai qu'on leur fait des check-up tous les 2 ans, hein, etc. Hein. On a opéré des ours qui n'avaient plus de vésicule biliaire du tout. Les vétérinaires n'avaient même jamais vu ça. On ne savait même pas que c'était possible. Donc ça dépend vraiment comment ils ont été exploités. Et surtout quel âge ils avaient, évidemment. Mais enfin, ils ne vieillissent pas en bonne santé, hein, évidemment. Alors bon, on a Oliver, c'était notre ours qui est mort cette année, qui était resté 30 ans, mais c'était un ours brun. Voilà. Alors, donc là, les ours bruns, c'est plus grand, plus costaud, etc. Et ceux-là, pas tellement. Moins. Un humain peut vivre sans vésicule. Alors, un ours. La preuve en tous les cas. Du coup, bonsoir. Oui. J'avais 2 petites questions à vous poser. La première, c'est du coup, il n'y a pas que des ours lunes qui sont exploités pour leur bile. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a de l'éco-volontariat pour s'occuper des ours qui sont dans les sanctuaires et sensibiliser les jeunes asiatiques justement à la cause ? Oui, bien sûr, si vous voulez venir ramasser la merde d'ours, vous êtes la bienvenue. Hein. Oui, on accueille des personnes, des bénévoles, hein, des jeunes, etc., pour travailler un peu avec nous. En revanche, on ne vous emmènera pas sur les sauvetages. Voilà. C'est violent, hein, quand même. Hein. Mais en revanche, oui, bien sûr, sur le site de la Fondation, animalasia.org, vous verrez, il y a un onglet. Hein. On vous demandera de maîtriser l'anglais, pas le chinois. Rebonsoir. Alors, désolée, je suis arrivée un peu en retard, peut-être que vous en avez parlé au début. J'aurais aimé connaître votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené spécifiquement à rejoindre cette cause et à vous battre au quotidien pour ça ?
Et la deuxième chose, mais peut-être que vous allez en parler après, c'est s'il y a des bulletins d'adhésion, comment on peut nous, aujourd'hui, vous aider? D'accord. Bon, alors évidemment, la question du parcours, bon, on me la pose à chaque fois parce que c'est assez particulier. Bon, je suis désolée de parler de moi. Bon, en fait, voilà, moi j'ai une maladie du foie qui fait que j'ai rencontré le professeur Poupon à Paris, qui donc est un historien de la bile d'ours, et qui m'a parlé de ça, qui m'a dit, vous savez, vous avez de la chance parce que voilà, il y a des ours qui, pour vous, quand j'ai appris ça, c'était l'horreur absolue, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Bon, après, je suis anthropologue de formation, mais je suis aussi juriste et je travaille avec les autorités chinoises à élaborer une loi, la première loi pour la protection des ours et des animaux en général. Il n'y a pas de loi en Chine pour ça. Donc c'est vraiment un travail très très intéressant. Alors je travaille aussi en France à ce niveau-là pour les cirques, enfin plutôt contre les cirques, enfin contre les animaux qui ont des animaux sauvages dans les cirques, pour préciser exactement. On a, à chaque fois qu'il y a un défaut de légalité, voilà, ça se retrouve sur les êtres humains, sur les animaux. En Chine, c'est flagrant. Les hommes souffrent, hein, il faut franchement insister lourdement là-dessus. C'est une dictature parmi les plus terribles qui soient quand même. Les hommes souffrent terriblement, les animaux souffrent terriblement. Voilà, on est dans une sorte d'égalité de la misère quand même. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'avancer sur le plan juridique, et puis, sur le plan de la simple humanité, de la compassion, je ne sais pas quel mot on peut trouver, comment on peut accepter qu'un animal aussi merveilleux, enfin, je ne sais pas, je ne sais même pas si on peut dire quelque chose, voilà. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça, franchement? C'est pas possible. Donc voilà, c'est ce parcours que vous faites probablement vous aussi sur d'autres sujets qui concernent les animaux. Alors oui, comment vous pouvez nous aider? Alors, 1000 façons. Il y a 1000 manières de nous aider. D'abord avec votre imagination. Alors bien sûr, vous pouvez prendre l'adhésion, on la prend à partir de 5 €. Hein. Ensuite, on a beaucoup de jeunes hein, avec nous. On a à peu près 300 adhérents en France. On a une jeune sur Montpellier qui a fait un concert. Voilà, qui a fait un concert. On fait beaucoup de stands, de salons bio, les Veggie World, etc. Hein, en France, à Lyon, à Paris, à Angers, à Marseille, etc. Hein, voilà, donc là, simplement en tenant hein, ces salons, en faisant de la formation, si vous voulez, en faisant signer des pétitions, parce que je répète, mais pour nous, elles sont très importantes et là-bas, elles fonctionnent très très bien. Comment on peut dire d'autres encore, Daniel ? En relayant nos pages Facebook, notre site, en nous faisant connaître, voilà, toutes ces façons-là, en nous donnant de l'argent. Mais en nous faisant connaître, oui. Parce que, si vous voulez, c'est pas uniquement pour récupérer des adhésions, c'est que quand on a du poids, on est très surveillé par les autorités chinoises. Voilà, hein, on est très surveillé. Donc nos pétitions, évidemment, nos pétitions en ligne, notamment, ils regardent très souvent le nombre de signatures, etc. Et évidemment, ça va jouer dans le poids que nous aurons là-bas, hein, aussi. De rien, de rien. Oui, bonjour. J'ai une question parallèle en fait par rapport aux animaux. J'avais entendu qu'en fait en Chine il y a des exécutions et que les balles étaient payées par les familles en fait. Est-ce que c'est vrai ça? Bien sûr que c'est vrai. Il y a 1000 exécutions à mort par an, hein, la Chine. On ne le dit pas assez. Hein. C'est bien plus que les États-Unis, hein, bien sûr. Et les corps sont souvent revendus, hein, les corps des condamnés à mort. Alors bon, on dit que c'est des condamnés pour des raisons politiques, mais en Chine, tout est politique. Donc, mais oui, bien sûr, ils leur font tout payer. Mais c'est un peu le programme de M. Fillon, hein, si vous me permettez. Hein, vous allez voir. Je plaisante. Mais je ne suis pas sûre de ne pas avoir raison, finalement. Bonsoir. Oui, vous aviez dit que les ours vivaient que quelques mois. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'ils produisent plus assez de bile, c'est ça? Ils vivent plus, pas très longtemps, parce qu'ils ont eu tous les malheurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies. Ils ont développé beaucoup d'infections. Donc c'est pour ça que là, on a des ours qui sont souvent en fin de vie à cause des tortures qu'ils ont subies. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils vivent pas beaucoup. Les oursons, oui, on va les garder, ceux-là, bien sûr. Mais sinon, les autres, c'est des ours très très abîmés
peuvent pas faire de vieux os en ayant vécu comme ça. Mais ceux qui n'ont plus de vésicule biliaire, par exemple, pourquoi vous leur donnez pas de la bile synthétique? C'est ce qu'on fait, bien sûr. Oui, on compense autant que possible, bien sûr. Oui. Moi, j'avais peut-être une petite question. Qu'est-ce qui crée le déclic chez les exploitants pour vous remettre les ours, en fait? C'est votre pression économique, ils peuvent plus suivre Là encore, il y a différentes formes. Je vous dis, il y a des exploitants qui prennent conscience de l'horreur de la chose, même par l'information, véritablement. Il y a le fait que la bile s'effondre dans certaines régions. Donc là, ils veulent s'en débarrasser. Donc bien sûr, ils essayent de les vendre. Donc comme on les rachète pas, soit ils les laissent mourir comme dans la baie d'Along, soit ils finissent quand même par nous les donner, soit quelquefois ils sont saisis par les autorités chinoises. Voilà, on a aussi ça. Pour se donner bonne conscience, de temps en temps, les autorités chinoises saisissent les ours. Donc voilà, il y a différentes façons de les récupérer. Une fois, on a récupéré des ours parce que le directeur de la ferme avait vu un reportage à la télévision chinoise sur nous. Parce qu'on est très présent sur la télévision. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça. C'est compliqué, il y a quand même 1,3 milliard d'habitants, donc c'est un peu compliqué. Oui. On fait beaucoup de publicité dans le métro, beaucoup d'informations. Oui. Oui, j'avais une petite question encore. On voit du coup que ces ours sont en isolement social. Ils sont chacun dans leur petite cage, mais quand on parlait des sanctuaires, on les voyait qui jouent ensemble. Ils sont ensemble. Oui. Du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un spécialiste qui travaille sur leur réinsertion sociale? Parce que pour certains, ils ont vécu toute leur vie en isolement. Bien sûr. Comment ça se passe un petit peu? On les teste. On les met tout seuls. D'abord, on ne les lâche pas tout de suite en liberté, enfin en demi-liberté. Pas du tout, on les laisse au moins 40 jours. On fait un check-up, on les laisse au moins 40 jours. Et puis on voit comment ils agissent, les uns par rapport aux autres. Dans les espaces de confinement qu'on appelle comme ça, au moment où ils sont encore enfermés, ils ont des barreaux de telle sorte qu'ils se voient les uns les autres, mais proches. Comme malgré tout, ils peuvent se toucher, etc. Donc on voit leur réaction. À ce jour, on n'a eu qu'un seul ours qui a été agressif. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, même les éthologues ne le peuvent pas, mais ces ours-là, les nôtres, on a l'impression qu'ils ont développé une solidarité après leur torture. On ne peut pas expliquer ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais ils jouent ensemble comme des petits chiens, il n'y a pas d'agressivité. Il y en avait un, celui dont je vous parlais, mais c'était le fameux ours brun Oliver, qui effectivement vivait tout seul, qui ne voulait pas être embêté, qui était très 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 abîmé, il était aveugle, etc. Mais les autres, voilà, on ne sait pas pourquoi. Ça fait aussi avancer l'éthologie au passage. Merci. Donc ils jouent ensemble. Et cette agressivité, elle est envers les ours ou envers les hommes? Les deux. Parce que j'imagine qu'avec les hommes, c'est encore pire, ils ont une crainte. Au bout de quelques mois, quand ils sont avec nous, à Chengdu, on leur donne, vraiment à la main, on leur donne des fruits séchés, des melons, etc. Voilà. Mais on y arrive quand même. Mais on fait en sorte de disparaître à leurs yeux. On n'est pas un zoo, on n'est pas ouvert au public, et on fait en sorte qu'ils ne nous voient plus. Voilà, c'est notre idéal, nous. Donc quand ils dorment, etc., on prépare la nourriture, etc. Bref, quand ils sont éveillés, on fait en sorte qu'ils ne nous voient pas. On ne leur parle pas, on ne les appelle pas, ils ont tous un nom, mais on ne les appelle pas. Voilà. Ils nous ont trop vus à notre sens. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question, c'est concernant le financement du coup. Excusez-moi, je ne vois plus. Voilà. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a un acteur du coup américain qui du coup vous finance également. Est-ce que vous allez voir des artistes, je pense notamment à des artistes très politisés en Asie comme Ai Weiwei, où il y a Xiao Hui. Alors Weiwei, il n'est plus en Asie. Oui. Alors, il n'est pas prêt d'y retourner, je veux dire. Du coup, en Allemagne, oui. Est-ce que c'est vous qui allez les voir ou comment ça se passe? Il y a les deux. On a deux spécialistes qui sont chargés de ça, d'aller voir les personnalités, pas que du monde, pas que du showbiz, si vous voulez, mais des acteurs, etc. Oui. Et puis il y en a qui viennent aussi spontanément, alors pas tellement en Chine, parce que c'est un peu compliqué pour eux vis-à-vis des autorités, mais sinon, oui. On a une actrice, je ne me souviens pas sur le moment de son nom, mais qui est très très connue là-bas, qui, elle, s'affiche même sur les façades d'immeubles, etc. Oui, bien sûr. Et il y a aussi pas un footballeur, un basketteur aussi. Voilà.
qui est assez connu, paraît-il. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que c'est Yao Ming? Peut-être. C'est le seul basketteur chinois que je connaisse. Peut-être. Alors moi je suis assez surprise de voir que les ours peuvent grandir dans une cage confinée. Et par exemple au niveau des poules en batterie, on sait qu'il y a de gros problèmes au niveau des os, des trucs comme ça. Du coup ma question c'est dans quel état est-ce que vous retrouvez en fait leur squelette, leurs os? Est-ce que vous arrivez à faire de la rééducation? Est-ce qu'ils arrivent à marcher correctement? Est-ce qu'ils boitent toute leur vie? Oui, ils boitent, ils sont aveugles, ils ont des membres en moins, ils ont une sorte de pelade parce qu'ils se sont tellement frottés, ils n'ont plus de dents, mais bien sûr ils sont très très abîmés. Là nous on vous montre ce qui est à peu près montrable, les pattes, vous voyez, les pattes elles sont, comme elles n'ont pas été au contact humide de la terre ou de l'herbe, elles sont complètement craquelées, desséchées. Mais bien sûr ils sont en très très mauvais état. Hein. Les ongles, nous on les coupe tout de suite, mais bien sûr qu'ils sont abîmés de partout. Hein. Mais est-ce que vous arrivez à soigner ça quand même? Est-ce que vous voyez des cas quand même où ça va bien mieux qu'avant? Ah oui, tout à fait, parce qu'on fait venir des spécialistes d'Europe, notamment pour les yeux. Voilà, alors on ne leur met pas des lunettes, mais on les opère, bien sûr, oui. Alors les dents, c'est pareil. Mais en fait, on est un peu confronté au manque de vétérinaires spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui peuvent... qui travaillent sur ces pathologies-là d'abord, puis sur les ours. Donc c'est pas simple. Donc il faut les faire venir, ça coûte très cher. Il y a des endroits à Nanning, on n'a pas réussi avec les autorités à aboutir, donc ils n'ont pas voulu qu'on déplace les ours. Donc nos vétérinaires sont venus, les ont opérés à même le sol quand même. Voilà. À chaque fois on est dans... Mais vous savez, on a l'impression d'être très organisé, mais en fait on découvre à chaque situation est différente. Donc on découvre, on s'adapte, etc. Et est-ce que vous avez songé à essayer de recruter des ostéopathes animaliers, des choses comme ça? Vous voulez aller masser l'ours? Ah non, pas moi, mais vous êtes les bienvenus. Bien sûr, si vous avez des idées là-dessus, mais peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas très très convaincue parce que je vous dis, nous ce qu'on essaye, c'est faire en sorte que d'abord ils ne souffrent plus, de réparer ce qui est réparable et de se faire oublier d'eux. Donc voilà, on n'est pas du tout, c'est pas des chiens quoi, voilà. Mais du coup ça c'était pour les traumas physiques, et au niveau des traumas mentaux en fait, est-ce que ils se réparent tout seuls entre eux. On ne peut pas réparer. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que les mouvements stéréotypés cessent quand ils sont en semi-liberté. Ça, c'est évident. Qu'ils sourient, c'est aussi un signe, évidemment. Qu'ils mangent, qu'ils boivent, etc., qu'ils jouent. Parce que vous savez que tout animal qui joue, quand même, c'est un signe très, très intéressant, très probant. Mais après, évidemment qu'ils gardent des séquelles. Mais enfin, ils ne gênent plus quand ils nous voient, quand même. On est d'accord. Ouais. Vous savez, nous, ça fait 20 ans, mais nous, on ne s'est jamais habitué à ça. Au début, on a fait des cauchemars, mais on continue, des fois, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous essayez de mettre en place une politique de gestion de la population dans le sanctuaire, ou est-ce que vous les laissez se reproduire? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de reproduction. Parce que vous l'empêchez, ou parce qu'eux se reproduisent plus en fait à cause des traumas? Exactement, il y a les deux. Alors les oursons, on verra. On n'a pas été encore confronté à la problématique parce que c'est assez récent qu'on ait des oursons. Mais les autres, ça ne s'est jamais posé. Parce qu'effectivement, ils ne se reproduisent pas. Là encore, c'est un sujet d'étude, au passage. Merci. C'est une situation tellement exceptionnelle qu'on observe des choses tout à fait exceptionnelles. Des comportements sur les ours qu'on pensait connaître qui sont complètement à l'inverse. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de colonisation. Oui. Justement, c'était intéressant parce que je voulais savoir comment ils perçoivent la situation sur place. Est-ce que c'est le moralisateur blanc qui débarque chez eux, ou est-ce qu'ils sont sensibles à la question malgré tout? Ça les fait beaucoup rire. C'est étonnant, mais je suis sûre, parce qu'ils trouvent ça quand même incroyable qu'il y ait des gens qui viennent d'Europe s'occuper de leurs ours. Ça les étonne beaucoup. Alors après, quand on leur explique ce qui se passe avec les ours, comme ils ne sont pas informés, effectivement, ils adhèrent beaucoup à nos actions, on les a avec nous. Mais je crois qu'on mesure mal la désinformation de ce peuple, sincèrement.
Alors un peu moins au Vietnam, mais alors en Chine, c'est redoutable quand même. Donc voilà, on sert aussi à ça. Mais je ne sais pas, c'est des gens accueillants, on n'a pas de problème de rejet ou d'agressivité. On en a sur des festivals comme Yulin, parce que là on empêche la chose de se faire, évidemment. Enfin, on n'empêche pas vraiment, mais enfin, en tous les cas, ils savent que le but c'est ça. À Yulin, Yulin, c'est là où il y a le massacre de chats et de chiens. On a amené, le premier travail qu'on a fait, c'est d'amener des journalistes européens. Alors qu'ils ont été malades, au passage, quand ils ont vu ça, évidemment. Mais c'est comme ça, voilà. Alors, déjà, amener des journalistes en Chine, c'est pas évident. Ils ne viennent pas avec un passeport presse, ils viennent avec un passeport de tourisme. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même. Mais ils ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Voilà. Ils ont longtemps, enfin, ceux qu'on a rencontrés, en tout cas, ils pensaient que c'est pas un animal qui souffre. C'est un peu le problème de la souffrance animale, au passage. Elle ne s'exprime pas comme la nôtre. Ils hurlent pas, ils pleurent pas, alors ils geignent effectivement doucement, mais c'est pas la même expression, donc c'est difficile. On peut vite dire, il souffre pas, on ne lui fait pas de mal. Voilà. Bonsoir. J'ai une question qui élargit un petit peu. En fait, je me demandais, je vois les cages de confinement dans lesquelles sont les ours, avec l'espèce de pressoir là qui est dessus. Ça ressemble énormément aux cages de gestation qu'on a pour les truies en France. Tout à fait. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous savez un peu est-ce qu'il y a des élevages industriels en Chine pour la consommation? Quelles sont les conditions de vie des animaux dans ces lieux-là? Bah écoutez, c'est ouverte la semaine dernière la ferme des 10 000 veaux. Voilà. C'est ce que nous faisons à l'échelle de la Chine, quoi, grosso modo. Voilà. Bah oui, la condition animale, elle est encore pire qu'ici, si c'était possible, bien sûr. Oui, parce qu'en plus, nous, on a quand même un encadrement qui est insuffisant, on est d'accord, mais on a un encadrement quand même légal. Certaines personnes, certains personnels sont formés quand même, mais là-bas, pas du tout. Il n'y a pas de formation à la condition animale, il n'y a pas de formation vétérinaire, il n'y a pas de formation, je ne sais pas moi, même d'information sur ce qu'est un animal. Donc c'est comme ça. Vous avez vu les chiens, comment ils sont... voilà, il y a absolument... Ça leur paraît même incroyable qu'on puisse s'intéresser à ça, qu'il puisse y avoir des camions de transport où il y ait un peu un goutte à goutte d'eau, comme nous avons quelquefois nous. Il n'y a pas la légalité là-dessus. C'est difficile ça à comprendre. Un pays comme ça où il n'y a pas de légalité sur l'animal, ça n'existe pas. Il n'existe que sous sa forme de consommation publique. Et c'est tout. Voilà. Donc sinon, il n'existe pas. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez très surveillé par les autorités. Est-ce que ça veut dire qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues? Comment ils réagissent par rapport à ce que vous faites, voilà, les autorités? Ils ont été très méfiants, et bien entendu au début, mais bon, en même temps très accueillants. Alors oui, si vous voulez, tant qu'on sera dans un rapport comment dire, tant qu'on ne les accusera pas en tous les cas de les insulter, etc. Voilà. Donc ils nous écoutent. Ils nous écoutent parce qu'il y a quand même un savoir-faire européen, en tous les cas de la Fondation Animalasia sur ces animaux, sur leurs animaux quand même. Mais en même temps, ils veulent garder ils veulent rester maîtres de la chose. Donc ils sont dans une situation un peu compliquée, autant que nous d'ailleurs. Ils sont un peu dans cette situation-là parce qu'ils voient bien que dans le pays, il y a beaucoup de pression populaire, notamment des jeunes, sur cette condition animale. Et en même temps, ils veulent absolument passer pour un pays encore traditionnel. C'est leur façon de lutter un peu contre le capitalisme, je le dis comme ça. Voilà. Parce qu'ils sont quand même, malgré tout, pays communiste, un peu moins quand même, beaucoup plus pays capitaliste. Et d'ailleurs, là, c'est vraiment une exploitation industrielle capitaliste, véritablement. Ça a toutes les formes. Donc voilà, ils sont un peu ambivalents. Et puis, c'est aussi parce que le monde est global, est globalisé, et que, bien entendu, ils subissent ces pressions-là, les pressions commerciales, les pressions traditionnelles, etc. Il y a tout ça, mais tout bouge là-bas, tout bouge.
à une vitesse mais bien plus exceptionnelle que nous, notamment sur les animaux, sur la consommation. Alors ils ouvrent en ce moment là, des grands pans de consommation un peu différentes, ils se tournent vers les insectes. Alors vous avez des brochettes de cafards, etc. C'est la mode de partout. Bon, bah, tant mieux, hein. Franchement, j'aime autant qu'ils aillent manger du cafard que d'embêter les ours. Mais voilà, je veux dire par là que c'est un monde qui bouge, hein, c'est pas un monolithe. Hein. Mais les jeunes sont extraordinaires, sincèrement. Du coup, là, j'aurais une question, ce serait, même si ça doit être le cas de très peu d'ours, vu ce que vous en dites, est-ce qu'il y a quand même la possibilité de certains programmes de remise en liberté ou c'est Non. C'est pas possible? On l'a fait pour la première fois cet été avec un ourson qu'on nous avait apporté et pour lequel on l'a tout de suite sauvé, si vous voulez. Il avait une patte en moins, donc on l'a soigné très très rapidement. Il était très très jeune et celui-là on l'a relâché. Pour la première fois, on a relâché un ours. Voilà, on l'a pucé au passage, mais il a perdu sa puce. Bon bref, on l'avait bouclé plus exactement. Voilà, mais sinon, non, on peut pas, ils peuvent pas revivre après, c'est fini. Pas parce que les conditions n'existent pas, mais parce que eux, ils sont dans un tel état qu'on ne peut pas le faire. Là, l'ourson, on l'a fait parce que vraiment, voilà, il était pas du tout imprégné, quoi. Voilà, mais sinon, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bonsoir. Alors, je me demandais si les pandas étaient concernés par ce genre d'exploitation, parce que en général, c'est des ours bruns, mais pourquoi pas? Les pandas, c'est les ours heureux, hein, c'est-à-dire qu'ils sont protégés par la tradition, ils sont parés de 1000 vertus voilà, par rapport au porte-bonheur, etc. Donc ils sont protégés. Hein, donc à Chengdu, là où on est, hein, à 10 km, il y a le centre de reproduction des pandas, qu'on connaît évidemment très bien, où là, les pandas sont... Et effectivement, ils ont sauvé les pandas, hein, c'est évident. Hein, voilà, hein. Mais bon, c'est quand même assez paradoxal, à 10 km près, vous avez nos pauvres ours à nous, et les pandas à côté, quoi. Voilà, c'est absolument délirant, hein, quand même. Mais les pandas, non, ils sont sauvés. Bon, enfin, vous savez, le centre de reproduction à Chengdu, c'est pas la panacée. Hein. Non, puis les relâcher, c'est pas la panacée non plus. Non. Ils ont une maternité, là, les petits sont tout de suite séparés des mères, c'est un peu une horreur. Hein. Les pandas qui sont à Beauval, ils viennent... 1 million de locations par an, hein. Mais bien sûr. Oui. Oui, s'ils ont sauvé les pandas, c'est pas pour les pandas, hein. Pas du tout, hein. C'est pour l'image que ça renvoie d'eux, et c'est tout, hein. Franchement, ils s'en fichent un peu. Je vous dis, toute la maternité là, des pandas, elle est terrible, hein, vraiment. Et puis tous ceux qui sont solitaires, mais qui sont un peu moches, on les met derrière, les énormes fautes, ils sont tous là. Oui, et puis ils ont des standards, hein. Je veux dire, ceux qui répondent pas au dessin, etc., ils les mettent... oui, effectivement, ouais. Et même vis-à-vis de leur personnel, hein. Presque tous les soigneurs ont des doigts en moins, hein. Parce qu'ils ont très peu de moyens, ils nourrissent les pandas comme ça, hein, quand même. Et alors à Chengdu, là où il y a les pandas, il y a à côté des petits ours... oui, voilà, le nom m'échappait, ouais. Les pandas roux, ils sont magnifiques, etc. Mais alors, ils sont maltraités. À côté des pandas, dans le même lieu, les pandas roux sont délaissés, ils n'ont rien à faire. On a assisté, nous, à des séances de nourrissage de pandas roux, mais c'était incroyable. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, la formation, elle manque, hein, quand même. Hein. Voilà. C'est pas du tout, c'est pas ce que vous croyez, quoi. Les pandas, ils s'en fichent, franchement. Mais ça rapporte de la... Ouais, c'est l'image, une tradition, puis c'est tout. Hein. Merci Michel, je prends le relais. Oui. Donc on va faire un petit parallèle avec le local, puisque bon, là on a vu un exemple du coup international. Donc à Rennes, il faut savoir qu'on se bat aussi pour des mesures locales et concrètes, avec le collectif Rennais pour l'égalité animale, que vous connaissez peut-être. Donc Sentience est signataire d'une initiative... Donc pour les animaux, nous avons notamment des cartes pétitions à signer qui en fait proposent des mesures concrètes. Vous aurez l'occasion d'en discuter si vous voulez avec nous un petit peu après sur ces mesures plus précises. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à bien nous demander si vous êtes intéressé pour agir auprès de la mairie, bien nous voir, à demander les cartes postales, il y en aura sur les stands. Donc la suite de la soirée, c'est un échange un peu plus informel avec nous, avec du coup Michel et Daniel de Animal Asia.
Et puis avec les bénévoles qui seront là, voilà, on sera assez nombreux, repérer les t-shirts bleus. Du coup, on tient à remercier l'Université de Rennes 2 quand même, qui nous accueille ce soir et qui nous finance aussi la soirée, puisque c'est important aussi. Sans moyens, on ne pourrait pas organiser tous ces événements pour vous. On remercie le collectif La Main à la Pâte qui nous filme la soirée. Voilà, merci à vous. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur la vôtre. On n'a pas encore statué. Enfin, dans tous les cas, ça sera diffusé. Ça vous sera diffusé. Voilà, évidemment, on remercie notre intervenante, et puis Daniel qui l'accompagne ce soir. On remercie la Fondation pour leur travail, qui est quand même, comme vous avez pu le voir, assez important et puis vraiment concret. Je remercie aussi l'équipe de Sentience, qui nous a aidé, qui a aidé à participer à la soirée ce soir. Ils n'ont pas tous leur t-shirt, mais ils sont assez nombreux. Et enfin, merci à vous pour votre présence, puisque c'est vous qui nous encouragez aussi à faire de plus en plus de conférences sur des sujets assez variés. D'ailleurs, on n'a pas forcément la prochaine conférence à annoncer. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à nos listes de diffusion de newsletters. On n'en envoie pas 15 000, promis, juste quand on a vraiment des infos. Voilà, n'hésitez pas, on vous tient au courant. On a des conférences qui sont prévues encore jusqu'à la fin de l'année universitaire, qui seront à Rennes 2, dans ce bâtiment normalement. Et puis donc du coup la suite de la soirée, ce sera, je vous invite à quitter la salle pour rejoindre le hall. On a un buffet végétal proposé par Miaoum VG. Pour ceux qui connaissent pas, jetez-vous dessus, non, c'est super bon. Vous allez vous régaler, voilà. Donc voilà, c'est offert par la fac, par nous. Il y a des boissons, voilà, il y a plus d'informations, donc n'hésitez pas, on sera tous disponibles pour vous répondre. Merci à vous.